Pour sa part, l'Église n'a jamais été ambiguë, ni dans le passé, ni dans le présent. Jamais. Dans le passé, elle l'a été. Non, elle l'a jamais été. Non. Pie XII pardonnez-moi. une attitude... Excusez-moi, c'est vous qui ne savez rien, je pense. Et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objection. Peut-on encore parler de foi et de valeurs dans un monde où les actes contredisent souvent les discours ? Un monde où règne l'hypocrisie généralisée, le bal des hypocrites, foi, politique et liberté d'expression à l'épreuve, c'est le thème de cette nouvelle vidéo. Et pour ça, je suis entouré de maître Fabrice Divisio. Bonjour Fabrice, bienvenue. Bienvenue également au père Michel Viaud, prêtre catholique du diocèse de Paris. Bienvenue à vous, merci d'être sur Diocèse de... plateau. Blois. De Blois, Blois pas du tout de Paris alors. Non, au service Pourquoi du diocèse de Créteil. Paris Non, c'est plus Paris. D'Île-de-France. Voilà, on va dire d'Île-de-France. On va dire d'Île-de-France. Et puis en compagnie de Julien Audoul, député du Rassemblement national dans l'Yonne. Bonjour. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. Bienvenue à vous, on est ravis de vous accueillir. Objection. Juste un mot, Blois, c'est pour Île-de-France, sinon c'est pas grave. Non, parce qu'il disait Créteil. Créteil, c'est en Île-de-France. À Créteil. Ah non, je sais que Blois n'est pas en Île-de-France, Fabrice. J'ai eu un doute là. Ah non, bien sûr. Alors, Objection, on rappelle bien sûr, c'est sur la chaîne YouTube Droit de Parole. Merci de vous abonner. Une chaîne pour échanger et débattre autour de la foi chrétienne et de sujets qui nous concernent tous. Vous pouvez aussi liker ou commenter la vidéo dans laquelle, vous l'avez compris, on va aborder différents sujets. Mais juste avant, Julien Audoul, je voudrais vous donner la parole au sujet d'un tweet que vous avez publié hier sur votre compte X qui concerne Manon Aubry, la députée LFI Manon Aubry, et qui était à vos côtés sur le plateau de BFM TV. On va le voir, ce tweet s'afficher à l'écran. La députée d'extrême gauche Manon Aubry persénère en direct quand je dénonce les mensonges de la France insoumise. Contrairement à ces islamo-gauchistes, le RN ne trie pas les Français en fonction de leur couleur de peau et de leur religion. Oui, il faut se calmer et s'hydrater. Alors, voilà, on voulait qu'on commence avec ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement ? Alors déjà, je tiens à m'excuser platement, parce que quand j'ai demandé et conseillé à Manon Aubry de boire un verre d'eau froide, je n'ai pas pensé à tous les buveurs de soda, de jus de fruits, de café, de thé, ou alors les buveurs d'eau tiède ou d'eau chaude. Je suis vraiment désolé. Au-delà de ça, c'est une séquence qui est déplorable, mais qui a montré une nouvelle fois le vrai visage de l'extrême gauche, c'est-à-dire qui n'accepte pas le débat, pas la contradiction, pas le pluralisme, et qui essaye de faire de la manipulation surtout, et de la victimisation. Manon Aubry a essayé de se victimiser en faisant passer pour un odieux sexiste, un odieux macho, parce que j'ai osé la contredire d'une part, et j'ai osé lui demander de se calmer, parce qu'elle était totalement hors de contrôle. C'était sur quel sujet ? Le sujet de l'immigration, qui évidemment est un sujet de divergence profonde avec l'extrême gauche, où Manon Aubry était en train de caricaturer et d'insulter le Rassemblement national avec des propos scandaleux. Donc je l'ai repris parce que je n'ai pas l'habitude de laisser dire n'importe quoi. Fabrice Divisio, vous avez peut-être vu cette séquence et le tweet donc, de Julien Audoul qui a suivi. Je l'ai vu et il faut que je le case à un moment, là, ce que je vais dire. Parce que figurez-vous que je ne sais pas pourquoi j'ai en tête ce truc depuis cet après-midi, mais je trouve que ça colle vraiment bien. Je t'en ai un moment pour le caser, du coup c'est l'endroit idéal. Je me souviens de cette phrase en 1971 de Léo Ferré qui disait que la gauche, c'est la salle d'attente du fascisme. Et que le problème de ce pays, ce sont les gens qui se disent de gauche. En 1971. Est-ce que, franchement, on peut vraiment lui donner tort aujourd'hui ? Parce que la scène est quand même lunaire. On est quand même... j'ai compris que Julien Audoul et Aubry partiront pas en vacances ensemble. Après, est-ce qu'il faut mettre toute la gauche dans le même panier, Fabrice ? Ni en vacances, ni en week-end. Si elle veut pas qu'on les mette dans le même panier, et bien à ce moment-là, même sans bafouiller, ce que ça peut donner, c'est qu'il ne faut pas qu'elle s'auto-caricature. C'est ça le problème. Moi, j'ai aucun problème avec le débat d'idées. Je ne partage pas 100% de la ligne du RN. Il y a des points d'accord avec la France insoumise qui, je pense, voient juste sur certains points. Pourtant, néanmoins, on est dans une auto-caricature. Donc la gauche ne peut pas d'un côté... si vous voulez, il y a un élément fondamental qui est en rapport finalement avec le sujet de ce soir. C'est l'hypocrisie, à un moment donné. Il faut arrêter. Aujourd'hui, on est dans un système où ça ne va pas bien.
Les gens vont pas bien. On a vu ce qui s'est passé avec le cyclone absolument terrible. On a vu l'incapacité aussi de l'État à faire face, à anticiper. On voit que le niveau de vie s'écroule, que les gens vont pas bien, que le système de santé s'écroule. On voit que, oui, l'immigration est une question. Est-ce qu'elle est un problème ? C'est un débat politique de savoir si c'est un problème. En tout cas, c'est une question. Et c'est une question que les Français se posent. Est-ce que ça mérite ce genre de débat ? Moi, je pense pas, pour le coup. Père Michel Viau, Fabrice Divisio le disait, l'hypocrisie, c'est le thème principal de cette vidéo. Qu'est-ce que l'hypocrisie et est-elle surtout compatible avec la foi chrétienne ? La Rochefoucauld disait que c'était un hommage que le vice rendait à la vertu. L'hypocrisie. Je crois que ça reste vrai. Mais moi, je voudrais revenir sur cette question de la liberté d'expression. Je fais aussi un tweet où je constate que la France est en train de devenir un des pays où il y a de moins en moins de liberté d'expression. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une pensée unique qui, comme vous le disiez, vient d'une certaine forme de gauche que l'on trouve sur le plan politique et sur le plan aussi même de l'Église, malheureusement. Et si vous n'entrez pas dans un certain moule, vous êtes tout de suite un fasciste, un raciste, un extrémiste, enfin, il y a toutes sortes de noms d'oiseaux, et vous êtes rayé à tout jamais des micros de la radio, les journaux, vous êtes mort médiatiquement. Alors c'est très embêtant parce que pour un débat d'idées, je pense par exemple, le pape souhaite la synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble, ça veut dire aussi parler ensemble, qu'il y ait donc un débat d'idées, mais où est-ce cette liberté va se trouver si on se retrouve dans des assemblées où il y a des groupes de pression qui vont monopoliser la parole et aussi les médias, parce qu'ils passeront aux journalistes, donc c'est comment ça se passe, des textes tout faits qu'ils seront ravis de signer. Alors, vous avez évoqué le pape, on va bien sûr en parler. On va parler également de la foi revendiquée de François Bayrou et de la possible fermeture de C8. Le bal des hypocrites semble en marche. Peut-on encore parler de foi et de valeurs dans un monde où les actes contredisent souvent les discours ? Je vous pose la question, Julien Audoul, parce que finalement, c'est un peu la question en substance de notre vidéo. Peut-on parler de foi ? Oui. Est-ce qu'on peut assumer, affirmer, revendiquer sa foi, oui, bien sûr. Après, aujourd'hui, c'est vrai que dans cette société politique, cathodique, où, effectivement, comme c'était très bien dit, où le pluralisme se restreint. En fait, le vrai problème de notre société, c'est qu'on cherche à l'uniformiser. Et toute voix dissonante, toute voix singulière, en fait, est tout de suite stigmatisé, ostracisé, et on cherche par tous les moyens, que ce soit au niveau des chaînes de télé, que ce soit au niveau des partis politiques, des associations, de corseter en fait le pluralisme. Et c'est un danger parce que le pluralisme, c'est l'essence même de la démocratie. Voilà. S'il n'y a qu'une pensée, s'il n'y a qu'une foi, s'il n'y a qu'un courant, on passe dans autre chose qui s'appelle tout simplement une dictature, où tout le monde est aligné sur un même mode de pensée, un même état d'esprit, une même règle, et tout ça est extrêmement dangereux. Et c'est vrai que notre société, sous couvert de faire l'inverse, finalement. Sous couvert de faire l'inverse, on nous parle en permanence de liberté individuelle, on nous parle de permanence de vivre ensemble. Le résultat des courses, c'est qu'il y a moins en moins de vivre ensemble et qu'il y a moins en moins de liberté individuelle, et notamment de liberté de penser. Voilà. Et la liberté de penser, c'est quand même l'un des acquis de la Révolution, des Lumières et de l'humanisme. Ça existait avant. Je dis pas que ça. Je dis que ça a été. Ouais. La laïcité existait avant aussi, bien sûr. Père, bien avant la loi de 1905. Mais ce que je veux dire, ça a été. Je reprends cette période-là parce qu'elle est toujours avancée, notamment par les bien-pensants de gauche, qui font commencer l'histoire de France en 1789 et qui considèrent que les Lumières sont l'alpha et l'oméga de notre système de valeurs. Or, aujourd'hui, on est en train de restreindre cet héritage et cette identité. Alors justement, Fabrice, qu'est-ce que ça révèle finalement sur notre société et sur ses contradictions ? D'abord, ça révèle ça. Ça révèle une société qui est pleine de contradictions. C'est-à-dire que ça révèle une société qui ne va pas bien. Moi, je suis toujours un peu étonné, si vous voulez. On confond plein de choses dans notre monde. On est finalement des chantres de la tolérance. On n'arrête pas de parler de tolérance. D'abord, je pense que c'est un mot auquel il faut faire très attention, la tolérance.
Parce que moi, je revendique que tout ne soit pas tolérable. Donc, tout est pardonnable, mais tout n'est pas tolérable. Et le pardon, c'est autre chose, c'est totalement autre chose. Et donc, sous couvert de la tolérance, c'est la tolérance avec des gens et des idées qui sont les mêmes que les nôtres. Parce que dès que vous commencez, ceux qui revendiquent la tolérance, à vouloir revendiquer un débat d'idées, même un débat de personnes, du reste, eh bien là, vous tombez dans quelque chose de très dangereux, qui est l'uniformisation, ce que vous avez dit, effectivement. Le problème, c'est que le chrétien, lui, l'uniformisation, il ne sait pas ce que c'est. Il sait ce qu'est l'unité. Et l'unité, c'est tout sauf l'uniformisation. C'est-à-dire faire avoir une unité, c'est pas effectivement une dictature dans laquelle tout le monde a le même schéma de pensée, préétabli, et dans lequel toute opinion divergente devrait être bannie. Et je crois qu'on a perdu cette substance, finalement, au sens presque philosophique du terme, dans la société contemporaine, la substance de l'unité, pour le coup. Et ça, c'est très dangereux. On va parler donc à présent du pape François. Le souverain pontife était en Corse ce dimanche 15 décembre pour une visite historique sur l'île de Beauté, qui, selon le Vatican, compte 80% de catholiques. François poursuit ainsi sa visite du bassin méditerranéen avec, en trame de fond, la crise migratoire. Alors d'abord, pourquoi cette question migratoire semble centrale pour le pape François? Et depuis son arrivée d'ailleurs sur le trône de pierre, Fabrice. Il y a tellement de choses à dire. Et après, je poserai la question oui, parce qu'il faut tout dire ou rien dire du tout sur la question migratoire. Je pense que... Alors, il faut faire attention. Le pape François on a tendance à penser qu'il a une pensée originale sur la question. C'est pas tout à fait vrai quand même. Quand on reprend un peu les grandes déclarations ecclésiales et les travaux sur la question migratoire, l'Église n'a jamais dit autre chose que il faut accueillir l'étranger et que, par exemple, effectivement, les conditions de vie dignes de l'étranger sont au nombre des principes chrétiens fondamentaux. Elle n'a jamais dit autre chose. Donc, sur ce point, le pape a raison de rappeler qu'il y a une égale dignité entre les hommes et que les étrangers doivent être respectés avec la même dignité, la dignité d'enfants de Dieu. Et je pense que c'est fondamental de le rappeler. Il n'y a pas de rupture. Là où se situe la rupture, c'est que jusqu'ici, et notamment chez Benoît XVI, il y avait, chez Jean-Paul II, plus Benoît XVI, mais déjà chez Jean-Paul II, il y avait cette idée de la légitimité à protéger ses frontières. Il y avait cette idée du patriotisme comme légitime. Ce qui, chez François, a tendance à passer quand même de plus en plus au second plan, en réalité. Dans une espèce de forme de mondialisation globalisée, il conçoit l'homme comme un être unique, voilà, un homme au sens philosophique, et il a raison, il y a bien une égale dignité, je l'ai dit. Cependant, toute la dimension politique nationale, avec la question des vocations des nations, je crois que c'est Marcel Clément qui avait écrit un ouvrage sur les nations ont-elles une vocation, toute la vocation des nations, ça c'est quelque chose qui semble quand même lui échapper. Père Michel Vuillot. Oui, alors dans le discours sur l'immigration, effectivement, il y a cette continuité, vous l'avez souligné, je n'y reviens pas. Mais si le pape François, dès le début, on se souvient de son déplacement sur l'île de Lampedusa. Oui, tout à fait. Mais il dit aussi, il l'avait déjà dit à ce moment-là, et il l'a redit avant son voyage à Marseille, donc c'est assez récent, il a dénoncé les raisons qui poussaient des gens à émigrer. Et en particulier les fauteurs de guerre dans les pays d'où ces gens partaient parce que la vie était impossible. Et il a dénoncé aussi la corruption de régimes locaux que nous subventionnions par ailleurs, sans trop regarder ce que l'on faisait de l'argent, et qui n'étaient même pas capables d'assurer la tranquillité et la paix de ces gens-là. Alors, il faut quand même rappeler ces deux choses-là, pour quand même montrer que le pape n'est pas tout à fait naïf en matière d'immigration. Cela dit, c'est une constante de la doctrine sociale de l'Église, et c'est une des raisons pour laquelle je tiens à la distinction de l'Église et de l'État, qu'on appelle séparation, c'est que les flux migratoires, c'est encore rappelé dans la dernière édition française, qui n'est pas si ancienne, les flux migratoires, en dernière analyse, dépendent de la volonté de l'État. L'Église peut donner un avis, mais cela dépend de la volonté de l'État. Et puis je vous citerai, pour conclure,
à propos de l'homme, justement, de la vision de l'homme, ce que disait ce grand catholique et ce grand philosophe qu'était Joseph de Maistre, et qui n'aimait pas du tout les Lumières et la Révolution française, et je me proclame son disciple, surtout en ce jour où les carmélites de Compiègne vont être canonisés. Ça, je le dis pour les admirateurs des Lumières et de la Terreur, eh bien, les carmélites de Compiègne vont tous être canonisés. Voilà, et j'en suis très heureux. Eh bien oui, Joseph de Maistre disait l'homme, mais moi je ne sais pas ce que c'est que l'homme. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais rencontré. J'ai rencontré des Français, des Anglais, des Russes, des Allemands, mais l'homme, je ne sais pas ce que c'est. Et je crois qu'il y a une profonde sagesse là-dedans. On parle de défendre la famille, ben oui, mais on ne peut pas défendre aussi la famille si on ne défend pas la patrie. Alors cette semaine, invité sur CNews, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, a déclaré que le pape était, selon lui, dans son rôle. Il a dit que si le pape ne portait pas ces idées-là, qui les porterait? Est-ce que vous partagez ces mots, Julien Audoul? Je serais beaucoup plus radical et beaucoup plus tranché. Pour moi, ce pape est un agent immigrationniste. C'est un ennemi de la France, de la souveraineté de la France. Je pense qu'il déteste notre pays, qu'il déteste notre laïcité, qu'il déteste le droit des Français. Il l'a dit d'ailleurs, on va en parler, de la laïcité à la française. Il déteste le droit des Français de rester prioritaires dans leur propre pays. C'est un porte-parole des SOS Méditerranée. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Fabrice Divisio lorsqu'il dit qu'il y a une forme de continuité quand même avec l'Église? Il y a une forme de continuité peut-être, mais il y a une rupture en termes de communication et j'allais dire de banalisation, d'affirmation de messages qui pour moi sont des messages d'extrême gauche. Là, ce pape est un pape d'extrême gauche. Voilà. Non. Et moi je suis extrêmement choqué. Et je suis extrêmement choqué parce qu'effectivement c'est l'État qui est maître chez lui, voilà, l'État chez lui et l'Église chez elle. C'est surtout un principe chrétien. Et encore une fois, est-ce qu'il n'est pas dans son rôle? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on n'arrive pas à nourrir ses enfants, on n'accueille pas la terre entière. Voilà. Et si le pape a envie de nourrir la terre entière, qu'il les accueille au Vatican. Voilà. Mais surtout qu'il n'impose pas avec des leçons de morale en permanence, qu'il n'impose pas aux Français qui ont déjà de telles difficultés et des souffrances. Moi, je n'ai pas entendu le pape s'exprimer sur toutes les victimes de l'immigration sauvage. Voilà. L'immigration qui est un drame pour des millions de Français, à la fois d'un point de vue sécuritaire ou social. Je n'ai jamais entendu le pape exprimer un mot de compassion pour Philippines, pour Lola, pour toutes ces victimes de l'immigration sauvage qui sont les premières victimes de ce vivre ensemble et de cet accueil inconditionnel qui est promu par le souverain pontife. Donc moi, je suis vraiment très critique sur ce pape qui, encore une fois, je le dis, sort de la vocation et surtout du précaré de l'Église. Alors, ce qui est vrai, c'est que le pape François a tout de même donné une forme de leçon de laïcité aux Français, puisque lors de ce déplacement, il a parlé d'une laïcité à la Corse, où la religion fait partie intégrante de l'espace public, alors que, je cite, c'est ce qu'a dit le pape, la laïcité à la française reste un mystère pour le reste du monde. Qu'a voulu dire le pape Michel Vieux? Non, il faut répondre à ça d'abord. Écoutez, je m'excuse, mais je ne peux pas laisser dire, parce que ce n'est pas vrai. Je suis désolé, cher ami, je vous aime bien, mais je ne peux pas laisser dire que le pape est un ennemi de la France. Ou que le pape est d'extrême gauche. Et que le pape est d'extrême gauche. Et je vais vous dire aussi que le pape est dans la ligne de ses prédécesseurs, parce que la loi de 1905 a été condamnée par 2 fois par le magistère, et d'une manière irrévocable et absolue, en faisant jouer d'ailleurs l'infaillibilité pontificale. Une première fois en 1906 par l'encyclique Vehementernos de Pie X, et une deuxième fois en 1924 par Pie XI, par Maximam Gravissimamque, au moment même où justement le pape acceptait une toute petite partie de la loi de 1905 pour créer des associations diocésaines. Il a tenu à rappeler qu'il reprenait toutes les condamnations de son prédécesseur sur la loi de 1905. C'est cette forme de laïcité à la française telle qu'elle est interprétée
disons, depuis, en gros, 2012. Parce que moi, j'ai vécu une période de la laïcité apaisée, vous comprenez. J'ai vécu, par exemple, je l'ai vu, j'étais petit aux actualités, je n'avais pas la télévision, mais quand le nonce Roncalli, le futur Jean XXIII, a été créé cardinal par le pape Pie XII, à qui a-t-il demandé de lui remettre le chapeau de cardinal et de ressusciter pour cela le droit ancien des rois de France? À son ami Vincent Auriol, socialiste et agnostique. Et on a vu cette scène absolument étonnante, alors que Felletin est allé chercher son chapeau, ce qui était bien normal, à Rome, le nonce, dans la salle des fêtes de l'Élysée, Vincent Auriol sur un trône, et avec une barrette de cardinal à côté, et alors, de lui la remettre... France, fille aînée de l'Église. Mais oui, non, mais c'était la laïcité apaisée. Vous parlez de continuité, effectivement, c'est ce que disait aussi Fabrice Divisio. Est-ce que, et c'est ce que disait Julien Audoul, est-ce que le pape François, finalement, ne tranche pas dans sa communication par rapport à ses prédécesseurs? Sur l'espace public, il a raison, parce que je vous rappelle que cette question a été soulevée en 1909. C'est l'arrêt de l'abbé Olivier, c'était le maire de Sens qui lui avait fait une interdiction de suivre en habits ecclésiastiques et sacerdotaux un corbillard, et c'est allé au Conseil d'État, et cet arrêt Olivier a donné tort au maire de Sens, comme quoi, depuis il nous sert pour les processions et pour les convois à suivre. Pour le personnel religieux. Mais l'espace public, je regrette, comme l'air que je respire, n'est ni laïque, ni juif, ni catholique, ni musulman, c'est de l'air, point final, et j'y ai droit comme n'importe qui. Et Fabrice Divisio. Je crois que sur ce point, il y a saint Thomas d'Aquin, hein, c'est la médiété, finalement, le juste milieu dans l'histoire. C'est-à-dire que je crois qu'on n'est pas obligé d'être en conflit avec la terre entière tout le temps, d'abord. Je ne crois pas qu'il y ait un conflit, moi, entre l'Église et l'État. Et je suis, moi, un partisan, pour le coup, de la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que je pense qu'il importe que l'Église donne son avis, parce qu'elle est mère de sagesse, et que c'est important qu'elle le donne. Mais c'est la liberté de l'État de ne pas le respecter. Ça, c'est le premier point. Et qu'il importe que l'État, eh bien, pour sa part, dise « j'ai entendu vos avis très cordialement, et j'en prends note, mais je n'entends pas y satisfaire, ni d'ailleurs avec l'Église, ni avec quelconque religion au demeurant. C'est pas, mais avec l'Église en particulier. D'accord avec vous. C'est ça, bien sûr. Et que pour le coup, malgré la sympathie naturelle que j'ai à l'égard de l'Église, de mon Église, j'ai envie de dire, premièrement. Fabrice, le pape fait-il de la politique, et le pape François en fait-il plus que ses prédécesseurs? Il faut comprendre que ce qui distingue le pape François de ses prédécesseurs, d'abord, c'est que c'est un Américain du Sud. C'est quelqu'un qui n'est pas européen. Et donc ça, c'est quand même sur le plan culturel extrêmement important. C'est quelqu'un qui a été confronté, en tant qu'évêque, à la problématique de la pauvreté, à la problématique véritablement de la charité, c'est-à-dire au sens premier du terme. Et il l'a dit, ce qui distingue aussi le pape François des autres papes, c'est que c'est pas un théologien. Il l'a dit lui-même. Il a dit « je ne suis pas un théologien », ce à quoi j'avais répondu « ça se voit ». Mais le fait est que c'est tout à fait différent. Là où je suis d'accord avec vous, et forcément avec vous aussi, c'est que il a une influence, le pape François, un peu plus que celle de ses prédécesseurs. Parce que c'est un communicant, que c'est l'homme des symboles. On le voit tout de suite quand il arrive. C'est l'homme des symboles et des polémiques aussi. Oui, mais avant même les polémiques, c'est celle des symboles. Le symbole de la pauvreté, il refuse de loger les appartements pontificaux. Enfin, il refuse un certain nombre de symboles pontificaux. Effectivement, premier déplacement, vous l'avez dit, c'est à Lampedusa. Bon, c'est un communicant, quoi. Le message est passé. Alors, on parlait de polémique, autre polémique justement autour de la crèche du Vatican inaugurée il y a quelques jours, une crèche où l'enfant Jésus repose sur un kéfier palestinien. Vous parliez de symbole, plutôt étrange comme symbole. Alors, il semblerait que la crèche a depuis été retirée. Rappelons quand même que Jésus était juif et que la région n'a été rebaptisée Palestine par l'empereur Adrien près de 200 ans après la naissance du Christ. Est-ce que on peut trouver ce symbole étrange? Là encore une fois, le pape ne fait-il pas de la politique, mon père? Bethléem est justement sous contrôle palestinien.
aussi, il faut le souvenir. Et que la messe Aujourd'hui, de minuit, mais pas la naissance de Jésus. La messe de minuit de Bethléem, c'est là qu'il est né, Jésus, en principe, d'après les évangiles, à Bethléem. Donc, je me souviens bien de Yasser Arafat, et maintenant Mahmoud Abbas va régulièrement à la messe de minuit. Oui, mais à la naissance de Jésus, à la naissance de Jésus, Bethléem n'était pas sous contrôle palestinien. Non, pas du tout. Pas du tout, mais maintenant elle l'est. Et justement, on peut penser... on peut appeler ça un contrôle, mais en tout cas, c'est pas l'État d'Israël. C'est tout, c'est ce que je voulais dire. Bon, on peut comprendre que si on lui a apporté, d'après ce qu'on m'a dit, si on lui a apporté cela, qu'il l'ait accepté, parce que, bon, certes, il y a eu des morts le 7 octobre, mais il y en a eu, paraît-il, si je me fie aux chiffres qui sont donnés, 45 000 dans la bande de Gaza. Non, mais non, c'est... alors, moi, je pense qu'il y a... je pense que ça a peut-être pu jouer... Évidemment, c'est pas le débat, même s'il faut toujours se méfier de chiffres communiqués par... Moi, je m'en méfie moi-même. Communiqués par le Hamas, mais c'est pas... Là-dessus, je peux me permettre, pourquoi c'est pas le bon débat ? Parce que, en toute honnêteté, je veux dire, ce qui se passe à Gaza est un drame à bien des égards, et il ne s'agit pas d'y revenir, c'est pas ça du tout le propos. Et je peux aisément entendre que des organisations internationales, même le Vatican, d'autres, nous, peu importe, qu'on ait une sympathie effectivement naturelle pour Gaza. Et pour les victimes palestiniennes. C'est pas le débat, c'est pas ça que je veux dire. Mon propos est pas là. C'est que je parle, moi, de la crèche, de symbole de la crèche. Attention, parce que si Noël n'est pas quelque chose, c'est précisément, effectivement, un symbole politique d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Et que j'aurais pas plus accepté, j'aurais pas plus été à l'aise avec un drapeau israélien ou un drapeau français, le cas échéant. Ce que je veux dire, c'est que là, si vous voulez, ce qui me dérange, pour le coup, c'est que Jésus est vraiment le prince de la paix. Et que le pape François, ou le pape tout court, n'importe lequel, je veux dire, quel prélat, souhaite avoir une pensée particulière pour les victimes de Gaza, j'ai pas de problème à cette idée. Mais le symbolisme de la crèche doit être, même pas neutre, j'ai envie de dire, il doit être pleinement ce qu'il est, au service de tous. Pleinement la paix. Allez, un dernier mot, Julien Audoul, sur ce sujet, avant de parler de François Bayrou. Cette communication est choquante et révoltante. Pourquoi ? Parce que le kéfier, en plus d'être un symbole politique, est aujourd'hui le symbole de terroristes. C'est avec le kéfier l'étendard du Hamas qu'ont été tués des familles, des enfants, des vieillards, parce qu'ils étaient juifs le 7 octobre 2023, qui n'est pas simplement une tuerie, qui a été un massacre de juifs, le plus grand massacre de juifs depuis 1945. Donc, c'est pas le kéfier d'Yasser Arafat. Il y a eu le 7 octobre, donc d'exhiber, d'installer ce kéfier dans une crèche, effectivement avec cette fracture entre un symbole de paix, un symbole de rassemblement et un symbole de guerre et de terrorisme, quoi qu'on en dise, et quelles que soient nos positions sur la cause palestinienne, c'est pas le débat. C'est qu'aujourd'hui, ce kéfier, il porte le sang de familles, de milliers de citoyens israéliens qui ont été massacrés le 7 octobre. Voilà, donc c'est une faute grave, mais c'est pas la première fois, et c'est une provocation du pape. Il n'a jamais dit, d'ailleurs, il faut dire, qui a été extrêmement discret après le 7 octobre 2023. On l'a beaucoup entendu, effectivement, demander la paix, avoir des mots pour les victimes de Gaza, et on est tous demander un cessez-le-feu, effectivement, méprisant totalement ce qui s'était passé. Voilà. Ce qui rappelait quelque part quelques positions, malheureusement, d'autres papes par le passé, qui rappellent des ambiguïtés. Vous vous engagez sur un terrain glissant. Oui, je le fais sciemment. Des ambiguïtés qui ont été extrêmement... On va parler de François Bayrou dans un instant, mais un dernier mot sur ce sujet. C'est celle que vous nourrissez, cher ami. Parce que, pour sa part, l'Église n'a jamais été ambiguë, ni dans le passé, ni dans le présent. Jamais. Dans le passé, elle l'a été. Non, elle n'a jamais été. Non. Pie XII excusez-moi, c'est vous qui ne savez rien, je pense. Non, je ne savais pas. Je connais relativement bien mon histoire, je suis en train de vous connaissez l'histoire de la République. Eh bien, vous voyez pourquoi c'est important. L'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe racontée par l'Europe. En l'occurrence, je vais vous dire, quand les États auront fait autant, le jour où on jugera les... Je rappelle quand même que Pie XII est juste parmi les nations. Je me permets juste de vous dire, parler d'Israël, qu'il est quand même juste parmi les nations.
Donc, sauf si Israël a un jugement on peut rouvrir le débat déconnecté, quand vous voulez. Non, je ne fais pas le débat. Je C'est dis pas que le sujet de ce soir. c'est pas le débat de ce soir, mais je tiens quand même à signaler. Mais nous opposons à ça. Vous pouvez pas, si vous voulez, tout le temps convoquer l'histoire à souhait, juste par simplicité. C'est trop c'est pas facile. par simplicité. Et ça, pour le coup, vous aurez un obstacle majeur. En ma les modeste faits. personne, vous ne pourrez pas faire ça. L'Église a suffisamment fait preuve de sagesse dans l'histoire. Oui, alors. Elle s'en est prise suffisamment pour son grade encore aujourd'hui. C'est pour ça que je dis Pour qu'il y pas avait des qu'on fasse un ambiguïtés. procès d'attention. C'est pour Mais ça qu'il y avait des ambiguïtés. sur cette... Vous aimez bien ce mot, vous. Le fait est que, néanmoins, qualifié d'Arafat ou pas qualifié d'Arafat, c'est pas le débat. Je veux dire, c'est un symbole politique avec lequel on peut être en accord ou en désaccord, peu importe. Et je pense que la force de l'Église, et il faut le dire pour ça, Fratelli Tutti, avec la notion de paix juste, Oui. eh bien, elle est qu'elle est au-dessus des nations. C'est que sur la diplomatie vaticane, les nonces apostoliques font un travail absolument phénoménal dans les zones de conflit, bien plus que n'importe quel diplomate de nos États républicains ou moins, nos États laïques en tout cas. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une faute pastorale sur ce coup-là. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que est-ce qu'il avait... C'est comme ça que ça lui a été amené de la région. Est-ce qu'il pouvait, de son propre chef, le retirer? Je ne sais pas. Voilà. Mais je pense que, en tout état de cause, moi, sur le plan pastoral et théologique, en tout cas sur le plan pastoral déjà, c'est pour moi c'est une anomalie. Allez, autre personnalité qui a fait parler d'elle ces derniers jours, c'est bien sûr François Bayrou, C'est important. notre nouveau Premier ministre qui, à l'heure où on se parle, n'a toujours pas constitué de gouvernement. François Bayrou, une personnalité qui a souvent revendiqué sa foi chrétienne. Ce qui est sûr, c'est que la foi, il faut en avoir pour vouloir le poste qu'il a aujourd'hui. Fabrice. Ce qui est sûr, c'est que de la foi, il faut en avoir pour Il faudra des croire. miracles aussi. Il faudra des c'est ça. Non, mais il y a deux choses, c'est que la foi est consubstantielle au miracle, ou l'inverse, et que donc on attend le miracle qui va se produire. Et je suis pas sûr qu'on soit sur la bonne voie, mais bon, ça c'est autre chose. Mais non, le fait est que là, on est au cœur de l'hypocrisie. Bien. Pour quelle raison? Pardon, mais François Bayrou, il a quand même, il y a quelques années, au moment où il avait quelques ambitions présidentielles, joué publiquement sur sa foi chrétienne. Il s'était fait photographier avec sa femme, avec un registre lexical très chrétien, et je ne mets pas du tout en cause sa sincérité sur ce point. C'est sa famille Simplement. politique. C'est les origines de sa famille politique. Oui, bien sûr. C'est la démocratie Il y a, chrétienne. il y a pas... Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est l'UDF, quoi. C'est le MRP. Maintenant, le fait est que vous avez quand même affaire à quelqu'un, et je ne vais pas lui reprocher, mais qui a des ambitions et qui a trouvé le moyen de les satisfaire. Qui n'a pas d'ambition en politique? Il y a des ambitions légitimes et la façon... Vous savez, j'arrête pas de dire depuis 4 ans que ce qui distingue la démocratie du totalitarisme, c'est qu'en totalitarisme, la fin justifie les moyens. En démocratie, eh bien, on a toujours une adaptation des moyens à la fin qu'on vise. Et ce qui fait la vertu, c'est précisément ça, de choisir des moyens vertueux pour parvenir à une fin vertueuse et de ne pas trop vite passer sur les moyens. Je trouve qu'aujourd'hui, François Bayrou, si vous voulez, son entrée en scène m'inquiète un peu. Disons ça comme ça. Elle m'inquiète. Maintenant, il a la légitimité que lui confère le président de la République. Le Premier ministre n'est pas élu, il est nommé. Dieu fasse qu'il puisse réussir à nouer un gouvernement. Hein. Il faudra au moins l'aide de Dieu pour ça, manifestement. Et je trouve, j'en termine sur l'hypocrisie, on voit que se tient une réunion, au moment même où nous tournons l'émission, ou demain, ou peu importe, se tient une réunion à l'Élysée où il avait voulu rassembler, il avait dit qu'il rassemblerait. Et on peut louer cette volonté de rassembler de gauche à droite. C'est cette unité dont on parlait tout à l'heure. On sait tous que c'est un mot un peu creux, mais bon, peu importe. Le fait est qu'on apprend que tant le Rassemblement national que LFI sont exclus. Or, c'est deux forces politiques majeures du pays, et elles sont exclues, on ne sait pas pourquoi. Après avoir dit l'inverse. Julien Audoul, peut-on concilier foi chrétienne et ambition politique? Pour ce qui concerne François Bayrou, vous voulez dire? D'une manière générale. Que je pense que ses ambitions ne l'ont pas quitté et qu'il est animé par l'intime conviction qu'il a un destin. Et d'ailleurs, il le disait déjà à François Mitterrand il y a 30 ans, qui serait président de la République. Et François Mitterrand, d'ailleurs, lui faisait croire qu'il serait président de la République. C'est peut-être pour ça qu'il y croit toujours. L'espoir fait vivre. Là, aujourd'hui, effectivement, la situation est très complexe. Et les premiers pas de François Bayrou vont certainement l'amener à prier régulièrement pour que la motion de censure ne tombe pas. Parce que ça a été
une succession, une cascade de boulettes dès les premières minutes de sa nomination. Là, aujourd'hui, effectivement, il nous dit tout l'inverse de ce qu'il a dit aux députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire j'écouterai tout le monde, je respecterai tout le monde, chaque député est important, quel que soit son bord politique. Et là, aujourd'hui, il consulte tout le monde. Et là, aujourd'hui, là, visiblement, non. Il a arrêté la consultation, en fait, c'est rétréci. Alors, c'est assez amusant. Il a consulté le RN, oui, il a consulté... Il a fait une consultation, et là, il est rétréci, en fait, aux partis qui sont responsables de la situation de chaos dans laquelle nous sommes, et qui ont une responsabilité écrasante dans le cataclysme social, budgétaire, économique de notre pays, en excluant 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Donc je ne suis pas sûr que François Bayrou ait une ligne très claire et une vision très claire de ce qu'il veut faire. Je ne suis pas sûr qu'il arrive très rapidement à constituer un gouvernement, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et c'est vrai que le problème dans tout ça, parce que là c'est assez amusant, c'est que c'est le pays qui est à l'arrêt. Et que c'est le pays et les Français qui attendent des réponses immédiates, qui malheureusement assistent à ce spectacle. Et je pense d'abord à certains de nos compatriotes qui sont dans la désolation la plus totale, c'est-à-dire nos compatriotes mahorais, qui assistent en fait à un Premier ministre totalement hors sol, déconnecté, désemparé, qui préfère aller à Pau plutôt qu'à Mamoudzou. Très clairement, il y a un véritable problème. Je ne dis pas que ce n'est pas le déplacement de François Bayrou qui aurait changé quoi que ce soit, et je pense qu'ils ont plus besoin de secours. Non, mais on parlait de symbole tout à l'heure. Exactement, voilà. Et c'est très important. C'est une faute majeure pour quelqu'un qui a quand même énormément d'expérience politique. Certains diraient trop. Michel Viau. Oui, écoutez, moi je connais un peu M. Bayrou depuis 2007, puisque c'était candidat au présidentiel contre M. Sarkozy et Mme Ségolène Royal. Bon, nous avons parlé longtemps, parce que j'ai un de mes paroissiens qui était ses très bons amis, et j'ai pu discuter avec lui de questions de religion. Et effectivement, il revendique officiellement la foi chrétienne. Seulement, ce qui m'a frappé, c'est dans son discours déjà des choses qui étaient contradictoires sur sa manière de concevoir la laïcité. Et puis, pour faire vite, quelle n'a pas été ma surprise de le retrouver au moment où Jean-Paul II est venu pour célébrer le baptême de Clovis avec les gens du Grand Orient de France pour protester au nom de la laïcité contre la venue du pape en France. À ce sujet. Alors, ce sont des choses contradictoires. Alors, je le vois arriver aux affaires. Effectivement, il a pour lui, et c'est toujours très important, l'expérience. Parce que la politique, c'est pas seulement des choses qu'on apprend ici ou là, mais c'est aussi du vécu. Hein. Il a quand même derrière lui un certain nombre. Alors on pouvait se dire. Un certain nombre d'échecs, c'est vrai. Il a beaucoup d'années, dirons-nous. Bon, seulement. Et de trahison. Et beaucoup de trahison. Mais on apprend de ces échecs. Normalement. Moi, je dirais des contradictions. Hein, je ne vais pas me faire lui, mais des contradictions, des choses tout à fait contradictoires. De laisser entendre l'histoire de Mme Ségolène Royal est vraie. Enfin, il avait 3 minutes avant de téléphoner de la voiture, de dire qu'il n'allait plus la voir. C'est quand même un peu curieux comme comportement. Vous me direz, c'est du vin jeune. Et vous savez, le vin jeune, il vieillit forcément mal. Un vin jeune qui est mauvais devient un mauvais vin vieux. Alors, mais je crois au miracle quand même. Ouais. Je me disais que peut-être dans cette situation de crise, je ne sais pas si nos compatriotes se rendent compte de la gravité de ce que nous vivons en ce moment, des choses épouvantables qui sont au-dessus de nos têtes sur le plan économique, des notations qui peuvent nous tomber dessus et qui fait que nous allons être au dernier rang, même ça peut être pire que la Grèce, et qu'il n'y a pas le pouvoir de résilience en France qu'il y a en Grèce. Alors, je pense que là, franchement, tout récemment, effectivement, je l'ai entendu, on va recevoir tout le monde, on va discuter avec tout le monde, évidemment, ce qu'il fallait faire. Nul mieux que lui, de par c'est pas ce qu'il disait d'ailleurs au départ dans l'entourage du président de la République. Oui, mais justement, alors, est-ce qu'il est le serviteur entier du président de la République, comme malheureusement le quinquennat fait que le Premier ministre maintenant c'est plus grand-chose,
est-ce qu'il a des idées personnelles, comme il semblait en avoir, d'ouverture auprès de tout le monde, et puis le lendemain, il fait le contraire. J'ai l'impression qu'on est en train de nous répéter ce qu'on a vu il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Mais c'est pas comme ça qu'on va construire la France. Même il y a 3 mois. Même il y a 3 mois. Ben oui, on reprend les mêmes méthodes. On reprend. C'est un jour sans fin. Ben oui, chrétiens c'est de- dû en même temps. C'est dû en même temps. Et Je on a vu voudrais que ça avait suggérer- gêné le en même temps. Fabrice, avant de changer de sujet. Suggérer à François Bayrou une prière Seigneur, donne-moi la force, le discernement pour savoir ce que je dois faire et la force de l'accomplir. Je pense que ça va lui servir. Parce que je pense qu'il, pour l'instant, il ne sait pas trop où il va. Là. Allez, un tout autre sujet à présent. Le 12 décembre dernier, l'Arcom a officiellement confirmé la disparition des chaînes C8 et Énergie 12 de la TNT. Leurs fréquences respectives leur seront retirées le 28 février prochain. Concernant C8, l'annonce de l'arrêt de la chaîne et de l'arrêt possible de son émission Touche pas à mon poste ont provoqué un véritable tollé auprès des téléspectateurs. Ce mercredi, une manifestation avait lieu, un rassemblement avait même lieu devant l'Arcom en présence de l'animateur vedette de la chaîne Cyril Hanouna. Rappelons que C8 est la première chaîne de la TNT. Beaucoup y voient donc une atteinte à la liberté d'expression. Alors d'abord, pour commencer, Fabrice Divisio, c'est un sujet que vous connaissez bien, vous êtes régulièrement sur cette chaîne et sur le plateau de Touche pas à mon poste. D'abord, quel regard faut-il porter sur cette décision du régulateur? Il y a deux éléments. Le chrétien, il a deux regards là-dessus. Il a un regard global et un regard focal. Il y a un regard, j'ai envie de dire, macro et un regard micro. Sur le plan global, ça témoigne de quelque chose qui est quand même un vrai problème, c'est que les autorités administratives indépendantes, on a dit qu'elles étaient indépendantes, mais on a oublié de dire par rapport à qui, en fait, et indépendantes de qui. Parce que quand même, il faut quand même que les gens qui nous regardent sachent que c'est pas un homme ou un tribunal qui a pris une décision en tête de sanction, c'est une autorité dont on dit qu'elle est indépendante. Mais quand on regarde sa composition, il y a quand même un certain nombre de docteurs en droit public, de maîtres de conférences, et indépendamment de l'Arcom, y compris le comité, la COB, la Commission d'opération de bourse, la CNIL, enfin vous avez quand même aujourd'hui cette espèce de truc un peu informe dans l'État, qui sont des autorités administratives avec un pouvoir juridictionnel, avec un pouvoir de vie et de mort. C'est très particulier, en fait. Et donc, on assiste là à une espèce d'entre-soi problématique. Ça, c'est le premier point. Regard global. Moi, je suis toujours inquiet, on l'a évoqué en début, je crois, d'émission, lorsque la liberté d'expression s'en prend un coup comme ça majeur. On a le droit de ne pas aimer Cyril. Moi, pour le coup, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, mais on a le droit de ne pas l'aimer. Je comprends qu'on ne l'aime pas. Quand on ne l'aime pas, on zappe. Exactement. Voilà, c'est tout. Quand on ne l'aime pas, on ne cherche pas à faire disparaître quelqu'un. Le téléspectateur a déjà un pouvoir, c'est celui de zapper. Exactement. Il a un pouvoir majeur. Et le problème ici, c'est que le téléspectateur, il l'a utilisé, son pouvoir. Tous les soirs, on a affaire à une émission qui est dans les premières de la TNT, qui a un succès agrandissant. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un problème parce que le téléspectateur a un pouvoir, vous disiez, il a exercé ce pouvoir en regardant l'émission. Et on lui dit, ah oui, mais non, ton pouvoir, là, tu l'as mal exercé. Cette émission, il ne faut pas la regarder. Un peu comme tu as mal voté. C'est exactement la même chose, finalement. Exactement. Et je voudrais juste souligner un autre truc sur le plan global. J'ai un truc là, qui m'intéresse, parce que j'entends beaucoup Bolloré, Hanouna, c'est des mecs de droite et d'extrême droite, et ils font le lit de l'extrême droite. Et vous comprenez, le pluralisme politique, c'est très important à la télé. Eh bien, parlons-en 2 minutes, juste 2 minutes pour le pluralisme politique. Le Monde diplomatique avait fait un article assez remarquable sur la marque Macron, pour vendre la marque Macron à l'électorat. Alors, le cabinet Dentsu Consulting, entre le 1er avril et le 30 septembre 2016, le candidat de La République En Marche a bénéficié de 42% de part des voix dans les médias, alors qu'il n'atteignait que 17% dans les réseaux sociaux. L'hebdomadaire Marianne a calculé qu'en 4 mois, BFM TV avait retransmis 426 minutes de discours de M. Macron au cours de ses meetings, contre 444 minutes pour ses 4 principaux adversaires réunis. Or, on sait que BFM, en l'occurrence le groupe Altis, Bernard Mourad, donc du groupe Altis, est devenu conseiller politique de Emmanuel Macron, du candidat Macron. On sait tous, sans aucune surprise, que BFM a roulé pour Macron de manière honteuse, de manière flagrante, outrageante, sans qu'on a fait un candidat. Si Macron a été élu, soyons clairs, c'est parce que c'est un pur produit médiatique. Fin de l'histoire. Quand Le Monde
vient vanter, alors qu'il n'était même pas encore candidat, vanter Macron comme le candidat déjà élu presque, on peut s'interroger raisonnablement sur ce qui se passe et sur ce pluralisme si sensible, si cher à l'Arcom. La disparition de C8 pose-t-elle une question plus large sur la liberté d'expression, Julien Andoul, et sur le politiquement correct? Ah mais très clairement, pourquoi c'est aussi grave, au-delà de la censure d'une chaîne, c'est qu'on vise la liberté de pensée d'un peuple. Effectivement, une partie et une majorité des téléspectateurs de la TNT se tournent vers cette chaîne pour des raisons qui leur appartiennent. Ils aiment Cyril Hanouna, ils ne regardent qu'eux, ils aiment les programmes, ils aiment les sujets, ils aiment Cyril Hanouna, c'est leur choix. Voilà. Tous les soirs, ils sont présents, ils regardent cette émission et ils sont fidèles à ces émissions. Et l'Arcom, effectivement, ça a été très bien dit par Fabrice Divisio, cette entité qui n'a aucune légitimité démocratique. Les Français n'ont pas voté pour l'Arcom. Voilà. Cette entité qui décide en son sein qu'il faut censurer, c'est-à-dire qu'il faut priver des millions de téléspectateurs de leur émission quotidienne. Et on peut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, avec l'acharnement judiciaire contre le premier parti de France. D'un côté, on veut censurer la première chaîne de la TNT, qui rassemble des millions de téléspectateurs. De l'autre, on veut couper les jambes du Rassemblement national, premier parti de France, avec une persécution judiciaire, avec l'interdiction, l'inéligibilité de sa candidate, qui représente et qui a représenté 13 millions de Français à la dernière élection présidentielle. C'est de la même gravité. Et on observe en ce moment que nous entrons dans une phase où nous sommes dans une démocratie limitée, où la liberté d'expression est défaillante, effectivement, où la liberté d'expression ne vaut que si on respecte et que si on se soumet à la bien-pensance médiatique et politique. Et l'affaire et la censure de C8 montrent bien qu'ils sont aujourd'hui dans une hostilité croissante. Ouais. On a une violence administrative qui s'exerce au nom de quoi d'ailleurs? Parce que quand on regarde dans les faits, moi, j'ai pas été au tout début, j'étais pas un copain de Cyril Hanouna. J'étais pas fan de ses émissions. Et puis on a eu un clash lors d'une émission après l'affaire du voile en 2019. Et puis j'ai regardé et je me suis aperçu que toutes les idées avaient droit de citer, que des profils très différents y étaient invités. Et là, sur le plateau, on a Gilles Verdez qui est plutôt très à gauche, on a Thomas Guénolé qui est un islamo-gauchiste affirmé et revendiqué. On a tous les sujets, on a des débats qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, les seuls débats pendant la campagne présidentielle qui ont été suivis et regardés ont été dans Face à Baba, voilà, avec des débats qui ont intéressé les concitoyens. Et d'ailleurs, c'est le rôle des médias, c'est le rôle de présentateurs, justement, d'intéresser les gens à la chose publique. Et toutes les personnalités politiques ont été invitées, d'ailleurs. Et c'est ce que ne fait plus le service public. Et c'est pour ça qu'il déteste Cyril Hanouna, parce qu'il réussit, et il y a une haine de la réussite dans notre pays, à tous les niveaux. Il y a une haine de la réussite. Et puis il y a une haine de la différence. On problème de la différence. On n'arrête pas de nous bassiner toute la journée avec le respect de la différence, mais on n'a jamais... Oui, on veut bien respecter les gens différents qui sont comme nous. Père Michel Viau, comment les chrétiens doivent-ils réagir face à une société qui limite certaines libertés et qui en prône d'autres? Je crois qu'il faut arrêter déjà de parler de mots de tolérance. On ne peut pas le tolérer. Paul Claudel disait à propos de la tolérance qu'il y avait des maisons pour ça à l'époque. Ben oui. Alors, si on veut de la liberté, et je pense que, voyez-vous, on est allé tellement loin dans la direction des esprits, même dans la dictature, que ça va poser une question de régime à l'heure actuelle. Une question de régime, parce que cette affaire de quinquennat, moi personnellement j'ai toujours été contre, mais cette affaire de quinquennat qui fait que vous avez en même temps les présidentielles et les législatives, vous fabriquez une dictature, surtout quand il y a des gens qui sont un petit peu énervés, pas très équilibrés sur le plan psychique, eh bien vous avez une dictature qui est là et qui peut faire exploser, qui peut semer la discorde et la division parmi les Français, et peut-être amener à des choses plus violentes si sur le plan économique ça se dégrade plus vite qu'on ne le croit. Et ça, c'est quand même possible, voyez-vous. Alors moi, je pense que les chrétiens devraient quand même demander à ce qu'on soit un peu plus sérieux
au niveau de l'organisation de ce pays et qu'on respecte. Vous savez, le respect de la parole donnée des institutions, c'est déjà quelque chose. Et je crois que la question de cette réduction, la façon dont on a expliqué l'histoire du quinquennat est proprement hypocrite et scandaleuse. Hein. Il y a des gens qui voulaient être sûrs de faire 10 ans plutôt que de ne faire... C'est rappelé avec la dissolution. Ben oui, mais voilà, mais c'est bien fait pour eux, parce qu'on est finalement rattrapé par ces mensonges, vous comprenez, et la contradiction. Ce n'est pas en semant la contradiction et la division parmi les Français, comme on l'a fait avec la dissolution, avec... Pour la première fois depuis le début de la Ve République, on voit à ce point l'exécutif se mêler des problèmes du législatif et pour le deuxième tour, enfin, d'une manière absolument inconséquente, et le résultat le voilà. Louis XVIII avait parlé d'une chambre introuvable. Là, nous avons une chambre ingouvernable. Mais la faute à qui? C'est pas la faute. On en est arrivé à un stade. C'est pas la faute des partis, c'est la faute. La séparation des pouvoirs n'existe pas. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Où le président de la République passe des contrats avec les groupes politiques du Parlement pour des contrats de non-censure. Voilà, et même des fois par-dessus la tête du Premier ministre. Un outil constitutionnel qui est propre aux parlementaires, qui est tout à fait légal, qui est justement la réaction, notamment à un passage en force à l'article 49.3. Le président de la République cherche à corseter le pouvoir des parlementaires avec cette motion de censure. Tout ça est Finalement, donc c'est l'irrespect des dans ce pays, il y a ce paradoxe que le seul qu'on n'a pas le droit de censurer, c'est le gouvernement. Lui, il censure tout le monde, mais le seul qui ne veut pas être censuré, c'est lui. Le gouvernement. Pour terminer sur la fermeture de C8, il y a un mot qui revient beaucoup à la mode aujourd'hui, lorsqu'on pointe du doigt des journalistes, des animateurs, des chaînes de télé, c'est le mot neutralité. Quoi ? Le mot neutralité. Qui ça ? Est-ce que ça existe? Alors moi, je l'ai rarement entendu, la neutralité. En Suisse. On dit souvent que les journalistes doivent être neutres, mais est-ce qu'un média peut être réellement neutre? Est-ce que ça existe vraiment? Je ne sais pas s'il peut, mais la question de savoir est-ce qu'il l'est. Regardez un petit peu le paysage. Regardez, il se passe un truc tout à fait anecdotique. Non, c'est pas anecdotique d'ailleurs. Ce qui m'amuse beaucoup en ce moment, c'est tous ces gauchistes, tous ces mecs-là, journalistes de gauche, qui quittent Twitter et qui l'annoncent fièrement sur Twitter. Et Mediapart. Mediapart, qui effectivement... C'est des mecs qui passent leur vie à désinformer. Ils passent leur vie à raconter de la merde. C'est incroyable ce truc. Ces mecs passent leur vie à raconter de la merde. Et quand effectivement il y a un mec qui arrive qui dit au bout d'un moment, tu sais, le fait que tu racontes de la merde, on va essayer d'équilibrer un peu les choses. À la limite, je vais raconter aussi, mais on va être deux à raconter alors. Ah non, moi j'ai un monopole. Hein. Il n'y a que moi qui dois raconter de la merde. En plus, on demande, Allez, Julien, on demande pas de la neutralité aux médias. Non. On leur demande, notamment aux journalistes, de la déontologie. Mais c'est une certaine objectivité. Mais c'est pas de la neutralité. La neutralité, c'est pour le service public, notamment sur les signes religieux et politiques, qui est d'ailleurs de moins en moins défendu. On l'observe et on a eu malheureusement des atteintes régulières à cette neutralité. Mais les médias sont tous des médias d'opinion. Il y a tous des orientations. Alors certains un peu plus affirmés que d'autres, certains un peu plus à gauche que d'autres, ou à droite. Il y en a beaucoup moins malheureusement. Mais très clairement, on leur demande surtout de l'honnêteté, de la déontologie, le respect du pluralisme, et après, chacun a sa ligne éditoriale. Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Pensez à liker ou à commenter, évidemment. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Droit de Parole. Un grand merci à Fabrice Divisio. À bientôt, Fabrice. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Le chrétien, pour les hommes politiques, il a un truc qu'il peut faire aussi. C'est prier pour eux. Merci Fabrice. Merci à vous. Merci à Julien Audoul, député du Rassemblement national dans l'Yonne, et au père Michel Viau, prêtre catholique du diocèse de Blois, alors. Oui, je suis un cardinal dans le diocèse de Blois, mais au service maintenant de Créteil. À Créteil, en Île-de-France. Voilà. À très vite pour un nouveau numéro d'Objection.